Alors, bonjour Didier. Aujourd'hui, dans le cadre des capsules vidéo où je présente des entrepreneurs qui travaillent dans le secteur du digital, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir Didier Hammers, que j'ai connu grâce au BNI, qui est le groupe d'affaires dont je fais partie et où Didier nous rejoint également. Et Didier travaille chez Yoza. Yoza, eh bien, déjà, Didier, ça veut dire quoi? D'abord, bonjour Johan, merci pour l'invitation. Alors, Yosa, c'est une expression, en fait, c'est une expression algotique anglaise qui est une expression de surprise, de stupéfaction, d'étonnement. Et voilà, ça rejoignait un petit peu ce que je voulais faire passer, c'est que dans le domaine du digital, on peut aller de surprise en surprise, on peut vraiment faire d'abord des belles rencontres, parce que c'est avant tout un problème, le digital, c'est avant tout une question d'humain, de rencontres humaines, et puis on peut effectivement donner des instants, créer des instants Yosa pour les clients et les personnes avec qui nous travaillons. Voilà. Donc, Yoza. Euh, pour définir un petit peu ce que tu fais, toi, tu t'occupes de stratégie digitale. Tu vas aller définir les besoins digitaux des clients, mais je te laisse nous en dire plus. Oui, effectivement. Donc, en fait, moi, j'ai un passé dans le digital, dans le numérique, dans les nouvelles technologies d'un peu plus de 25 ans pour des sociétés diverses. D'abord pour un groupe de presse pour lequel j'ai travaillé et qui m'a permis de travailler tous les aspects du digital dans différentes cultures parce que j'ai beaucoup travaillé pour les filiales européennes et donc l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, l'Allemagne aussi, ce qui m'a permis de développer vraiment une très très bonne culture digitale. J'ai aussi un passé d'entrepreneur, puisque j'ai lancé plusieurs sociétés. J'ai été gestionnaire, gérant de plusieurs sociétés et administrateur également de plusieurs sociétés. Donc voilà, j'ai passé un cap où je me suis dit que finalement, j'avais peut-être des choses à offrir et de l'aide à apporter à des entrepreneurs qui pourraient se retrouver confrontés aux difficultés du développement numérique qui s'impose aujourd'hui hein, de plus en plus, puisqu'on l'a vu avec l'année qu'on vient de traverser avec le Covid, nous a montré à quel point il était important de numériser son activité, d'être présent dans le monde digital. Ce sont les entreprises qui s'en sont mieux sorties. Ce sont les entreprises qui étaient présentes sur le digital, qui sont actives dans ce domaine, qui rencontrent leurs clients sur les plateformes numériques, sur des sites web construits de manière adéquate, etc. Voilà, Et donc donc, c'était pour moi le moment de développer cette activité. stratégie digitale. Dans ton cas, on parle du digital de manière générale, donc tout ce qui est digitalisation de l'entreprise, ou on a Oui. une visée plutôt marketing. Alors, mais forcément, la stratégie digitale. Alors, quand on parle de stratégie digitale, je voudrais d'abord dire, on parle de stratégie tout court. C'est la stratégie de l'entreprise qui doit intégrer le monde du digital. Alors, on parle d'une part de digitalisation et de transformation digitale. Simplement, je constate aujourd'hui, parce qu'on parle énormément de transformation digitale dans les médias, dans les cercles spécialisés. Aujourd'hui, la plupart des PME, or le tissu wallon est quand même, le tissu belge et le tissu wallon en particulier, est quand même fortement imprégné de PME. Ça, c'est clair. Moi, je constate que la plupart des PME en sont toujours à la digitalisation, pas encore à la transformation digitale. On n'est pas encore, pour beaucoup d'entreprises, dans une logique où on va se transformer, où on va transformer le digital au sein de l'entreprise. Et On en donc, est toujours à digitaliser des process. oui, et donc pour bien expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent et qui ont parfois du mal avec justement ces concepts-là, digitalisation, tu veux dire qu'on on est seulement en train d'amener des outils digitaux dans les entreprises et on n'est pas encore à la transformation digitale qui est le fait de vraiment passer
pas simplement avoir des outils, mais toute cette stratégie qui tourne autour de ces outils digitaux? Alors, pour transformer quelque chose, il faut que la chose existe déjà. Donc, voilà, simplement. Donc, quand on en est à digitaliser des process qui sont actuellement des process manuels, des process qui prennent éventuellement du temps homme, ou qui simplement sont encore effectués avec des bouts de papier et donc difficilement transférables, difficilement partageables, quand on en est là, c'est de la digitalisation. On va digitaliser des process. Quand on a déjà des process qui sont digitalisés et qu'on veut appliquer une transformation de la manière de fonctionner dans l'entreprise en intégrant des solutions comme du design thinking, comme de l'intelligence artificielle, comme du deep learning avec éventuellement du marketing prédictif et des choses comme ça, là, on parle de transformation digitale. Dans un premier temps, je pense que la majorité des entreprises ont encore un gros travail à faire en termes simplement de digitalisation. On Il y a un veut être présent voilà. On veut être présent dans le monde digital, on veut être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, on veut digitaliser les process, les automatiser, etc. Là, on est toujours dans une phase de digitalisation. Et tout ça, dans un contexte qui est compliqué, qui est un contexte lié notamment, je pense, au GDPR qui est apparu il y a quelques temps et dont j'ai fait un de mes axes principaux de développement. Le GDPR fait qu'aujourd'hui, on doit penser dans toute son entreprise, dans toute sa stratégie de numérisation, digitalisation, on doit avoir en permanence cet aspect GDPR à l'esprit, de manière à concevoir ces flux, concevoir ces logiciels, concevoir ces processus en tenant compte de cet impératif de protéger les données à caractère personnel des personnes avec qui, des clients, des collaborateurs, des prospects, etc., etc. Voilà. Et toi qui as cette expérience européenne finalement via le groupe de presse pour lequel tu travaillais, est-ce que c'est typiquement wallon, francophone, ou est-ce qu'on remarque cet accès à la digitalisation qui s'accélère mais qui n'est pas encore vraiment au cœur des entreprises? Est-ce qu'on le remarque partout ailleurs ou est-ce que c'est vraiment typiquement ici en Wallonie que ça se voit? Non, ça se voit pas qu'en Wallonie. Moi, j'ai travaillé avec des équipes françaises qui sont pas nécessairement plus avancées que chez nous. Je pense que c'est aussi une question de maillage et de taille d'entreprise. Euh, il y a probablement aussi une part culturelle, hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Pays-Bas et je me souviens que tout au début d'Internet, ils étaient déjà beaucoup plus avancés que nous. Vous voyez déjà, chez nous, on ne voyait pas encore simplement les URL des sites web des annonceurs, que là-bas, c'était monnaie courante, quoi. Donc, effectivement, il y a des pays qui sont un peu plus culturellement ou politiquement beaucoup plus avancés que nous. Je pense à l'Estonie, par exemple. Mais à côté de ça, non, non, je pense pas. On n'est pas nécessairement à la traîne, hein. Il faut pas penser ça. Je pense qu'on a les utilisateurs, les consommateurs sont prêts. Pour l'instant, dans les entreprises, on n'est pas nécessairement prêt. Pour diverses raisons, notamment parce qu'on fait face à des complexités, on fait face à des coûts aussi de digitalisation qui peuvent être importants. Et puis, on fait face, je pense, je pense que c'est un des gros défis dans les entreprises aujourd'hui, à une forme une espèce de manque de culture digitale. La maturité digitale n'est pas nécessairement au rendez-vous dans les équipes. Et aujourd'hui, je pense que c'est là qu'on doit travailler. C'est sur cet aspect qu'on doit beaucoup travailler. Et donc, toi, Didier, tu arrives dans une entreprise qui a un besoin de digitalisation ou de transformation digitale. Quels sont les problèmes que tu rencontres auxquels tu dois faire face? Bah, je viens de le dire, le premier problème, je pense, le premier problème qui est récurrent, c'est un problème c'est une question de culture, de maturité. Euh,
on a besoin que les équipes, les collaborateurs de l'entreprise aient une certaine maturité du digital, soient prêts, comprennent les enjeux en matière de données, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une question de la donnée. La donnée est très importante, or, on n'est pas prêt à ça. On a aussi des problèmes, des questions de maturité par rapport à la protection des données, simplement par rapport à la sécurité et à la protection des données, où du coup, ça freine les ardeurs parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on peut faire. Et en même temps, on a peur parce on a tous entendu que aujourd'hui, on peut recevoir des amendes qui ne sont pas négligeables, loin de là, pour non-respect de la protection de la vie privée, pour non-respect de la protection des données à caractère personnel. Et donc, ça freine, ça fait peur. Et ce sont toutes ces craintes, toutes ces, euh, toutes ces peurs d'aller de l'avant, d'éventuellement devoir remettre tout son modèle en question, parce que c'est ça aussi, quand on se lance dans une aventure numérique, on en arrive parfois et même souvent à revoir son modèle, à le penser autrement, à penser son organisation, donc à changer. Et le frein au changement est un frein qui n'est pas à négliger du tout. C'est une crainte générale, aussi bien parmi les collaborateurs que parmi les entrepreneurs, hein. Et donc, tout cet ensemble de craintes fait qu'on peut avoir peur de se lancer et se dire, bah, tout compte fait, on a toujours fait comme ça a toujours fonctionné. C'est pas faux, jusqu'à un certain moment. Et par exemple, bah, l'année qu'on vient de vivre l'a clairement montré. Les entreprises qui, en 2020, n'étaient pas prêtes pour le numérique, n'étaient pas prêtes à travailler à distance, n'étaient pas prêtes à travailler avec des clients qui devaient pouvoir commander en ligne, n'étaient pas prêtes simplement à faire de la promo sur Internet et à faire appel pour ça à un spécialiste pour promouvoir leurs produits, promouvoir leurs services. Ces entreprises-là ont eu beaucoup de difficultés. Les aspects du travail à distance ont montré clairement les limites de nombreuses entreprises qui, simplement, dans leur process même, n'étaient pas du tout adaptés à ce type de travail, à un travail qui continue à intégrer une collaboration, une intelligence collective, mais à distance. C'est pas simple. Et donc, toute cette culture-là doit se communiquer, doit se transmettre avec des personnes. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes de tous bords, des personnes qui sont plutôt dans le développement, d'autres qui sont plutôt dans le change management, une personne qui est vraiment dédiée aux opérations système, à l'administration système, des développeurs. Bon. Et toutes ces personnes, ce que je leur demande toujours, c'est d'arriver, s'ils peuvent transmettre une toute petite partie de leurs connaissances, de leurs compétences et surtout de leur culture du monde digital, de leur sensation par rapport au monde digital, on repart toujours gagnant. En tout cas, on a laissé, j'espère en tout cas, une petite trace dans l'entreprise qu'on a visitée qui va lui permettre de rebondir et puis de s'améliorer sur le plan digital. Et donc, toi, tu arrives dans l'entreprise à la demande du chef d'entreprise ou de quelqu'un en interne qui a un pouvoir de décision et tu implémentes tout ça avec les équipes qui sont soit en place, soit tu viens avec des équipes qui peuvent répondre à certaines demandes. Et, Oui, absolument. ouais. Alors, on essaye toujours d'intégrer au maximum parce qu'il faut bien se dire qu'une fois qu'on est parti, il faut que l'équipe en place prenne le relais. Donc, il y a un transfert de connaissances qui est important. Il y a une base de formation, évidemment. Et puis, on accompagne le projet jusqu'à un certain point. Et puis, il faut évidemment qu'on le laisse dans les mains de l'entreprise. Le but n'est pas de rajouter du personnel externe. Le but, il est vraiment de faire en sorte que le personnel présent puisse à un moment donné, il faut le rendre autonome, quoi. Il faut lui donner les outils qui lui permettront de mener leur mission
en intégrant le digital dans leur process habituel. Et évidemment, l'année 2020, quelque part, a un peu forcé cette transformation digitale dans plein d'entreprises, j'imagine. Et ça, c'était quelque part un grand pas en avant qui a pu être fait par plein d'entreprises qui n'étaient pas encore prêtes à franchir le pas. Oui, il y a une petite blague qui dit que finalement, le plus grand transformateur digital s'appelle Covid, mais je pense que ça a forcément poussé des entreprises à digitaliser des process. Je pense pas que je pense pas que beaucoup aient remis vraiment en question leur modèle en le transformant pour en faire quelque chose de plus adapté au monde de demain. Et là-dessus, il y a encore du travail, je crois. Mais ça a en tout cas montré que c'était aujourd'hui indispensable. Si on parle en termes de marketing, parce que ça, c'est vraiment le côté qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est ce que je fais sur Internet. Ouais, ouais, ouais. Justement, par rapport à ça, quel est le changement à l'heure actuelle? D'où est-ce qu'on vient? Où va-t-on? Et où on en est maintenant au niveau marketing? Est-ce qu'il y a une évolution à ce niveau-là, au niveau des entreprises? Et est-ce qu'elles ne se sentent pas finalement un peu perdues parfois? Ah, oui, si, je pense, effectivement. Il y a d'abord le marketing traditionnel. Moi, j'ai fort vu évoluer le marketing direct, par exemple, tout ce qui est mailing. J'ai vu terriblement évoluer depuis en un peu plus de 25 ans de carrière. Quand au début, on faisait des rendements de l'ordre de 4,5 ou 5%, on peine aujourd'hui à faire plus de 1%. Donc, c'est devenu compliqué. Le marketing en ligne s'est imposé, mais le marketing en ligne, c'est pas une chose simple. Les gens ont l'impression, les entrepreneurs, ils ont l'impression parfois qu'il il suffit de tout compte fait, c'est facile. Hein, on crée son compte sur Facebook et son compte business sur Facebook, et là, on peut acheter de la pub. C'est bien. Ouais. C'est facile. Mais quel est le rendement? Ouais. Quel est le rendement? Généralement, c'est très mauvais. C'est un métier. C'est un métier. Alors, c'est un métier de concevoir les campagnes et c'est un métier aussi d'automatiser les process qui tournent autour des campagnes. Mhm. On a fait, par exemple, moi, j'avais développé pour un projet de campagne récurrente, on a développé toute une série d'outils qui permettaient d'automatiser. On a fait du marketing automation, en fait, mais en utilisant à la fois Facebook, un outil de sondage qui s'appelait Lime Survey, qui est un outil du monde open source. On utilisait Facebook, Lime Survey, un outil de gestion d'envoi de mailing qui s'appelle Sendinblue, et puis le CRM de l'entreprise. Et autour de ça, on avait créé tout un scénario de marketing automation extrêmement complexe, mais dans lequel, quand on générait une publicité en ligne, ça générait des prospects sur Facebook qui provoquaient l'envoi d'un email. Si la personne cliquait sur le site web, sur le lien qui avait été envoyé par l'email et téléchargeait un PDF, alors il y avait une réaction en chaîne, etc., etc. Et tout ça aujourd'hui, la plupart des entreprises ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Et c'est ça qui fonctionne. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est pas si je me contente de mettre une pub et de mettre une petite vidéo ou une photo, un dessin sur Facebook, je vais dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour un résultat qui sera relativement décevant. Si derrière, je crée un vrai scénario avec de la relance, avec des rappels, avec une deuxième publication X temps plus tard, avec une sélection, déjà un ciblage bien défini, bien précis des prospects, etc. Là, je peux espérer avoir des taux qui seront supérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, le gros défi, il est là, c'est de faire comprendre
aux entrepreneurs que oui, c'est facile de créer sa pub sur Facebook, c'est facile d'acheter des mots-clés sur Google. Encore faut-il le faire avec un rendement qui soit intéressant. Oui. Et du coup, pour obtenir ce rendement, il vaut parfois mieux faire appel à des professionnels, au moins pour définir. Alors peut-être que le professionnel va aider à mettre sur pied un canevas qui va rendre l'entreprise autonome sur certains aspects par la suite. Mais c'est un métier, ça reste un métier. Moi, je dis toujours, Et je ne me fais pas d'illusions. Facebook et Google Pardon? ne sont pas des ASBL, je dis toujours, donc c'est normal qu'ils Non, rendent facile le fait de faire de la évidemment, pub parce que vous dépensez des sous pour rien. évidemment, évidemment. Et il faut bien comprendre que leur business model à eux est loin du business model de l'entrepreneur. C'est-à-dire l'entrepreneur, ce qu'il veut, c'est il fait sa pub, il veut que le client vienne chez lui. Mhm. Et Facebook, ils disent quoi? Moi, je veux juste que le client il reste chez moi. Oui, Et oui, c'est ça. c'est là toute la difficulté. Et donc c'est un métier de jouer avec ces codes, de mettre en place les scénarios, de mettre en place des campagnes efficaces, de connaître les mots-clés qui vont performer, de connaître aussi les stratégies qui vont performer, les moments où il faut lancer une campagne, etc. C'est tout un ensemble de connaissances qui ne sont pas nécessairement à la portée d'une PME parce que dans une PME, si on lance 4 campagnes l'année, on n'a pas nécessairement les moyens d'engager 2 ou 3 personnes pour gérer ces campagnes. Donc, il vaut mieux faire appel à des spécialistes extérieurs qui vont vous coûter finalement beaucoup moins cher et puis créer de la valeur. Et de la valeur. Moi, je dis toujours, c'est extraordinaire quand je vois que des KPI, parfois dans certaines entreprises, sont basés sur le nombre de clics. C'est comme si on jetait de l'argent par les fenêtres. Bien sûr, bien sûr. Donc Oui, ici, oui, oui, mais ça, on est clairement plus dans ce type de marketing-là. Et comme tu expliquais l'automation avec les scénarios, etc., ça c'est quelque chose vers lequel on va de plus en plus, ou pour lequel les entrepreneurs ont de plus en plus conscience qu'il faut ce lien, créer ce lien avec la personne qui est intéressée. Et le scénario de marketing automation, il va aussi être différent en fonction du type de public auquel va s'adresser l'entreprise. absolument, absolument. Et puis, on est dans un contexte, je le répète, mais moi je suis formé, je suis certifié DPO, et donc vraiment une de mes préoccupations majeures, le GDPR. Aujourd'hui, on ne collecte plus les données comme on le faisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on mettait un formulaire sur un papier, on demandait aux gens de remplir toutes leurs données. Puis on Mhm. remplissait, on leur demandait tant qu'à faire, on leur demandait leur date de naissance, même si on sait qu'on n'en a pas besoin, Le nom du le chien. nombre d'enfants, le nom du chien, etc. Bon. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, c'est interdit. Aujourd'hui, on vous dit minimaliser les données collectées. Ouais. Donc, si vous avez besoin d'envoyer, si vous avez besoin des données d'une personne simplement pour lui envoyer un document papier, ben, vous avez juste besoin de son adresse postale. Vous ne pouvez pas lui demander son numéro de téléphone, vous ne pouvez pas lui demander sa date de naissance. Ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, les entreprises qui veulent enrichir malgré tout les données de leurs prospects et de leurs clients, sont confrontées justement à un besoin de faire monter graduellement le client dans le bateau. Et le faire monter graduellement, c'est-à-dire on va collecter des données, mais dans un but précis à chaque fois. Et on va progressivement augmenter le niveau de connaissance de son client en allant justement mettre en place des stratégies de je vais demander l'adresse, je vais demander la date de naissance, parce que je vais vous proposer chaque année de vous envoyer un bon de réduction de 10% à votre anniversaire. Je n'ai même pas besoin de votre année de naissance, tout compte fait, parce que ça, vous serez peut-être réticent à me le donner, mais donnez-moi au moins le jour, le mois, et je vous envoie un petit cadeau. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et progressivement, et donc on est dans une relation qui est plus une relation de conversation avec le client. Avant, on envoyait des bulk mailing, on envoyait X fois par an, on faisait de la pub qui était la même pour tout le monde, quoi, en définitive. Aujourd'hui, plus. Aujourd'hui, si vous voulez être pertinent, vous devez vous adresser à votre client de manière personnalisée, de manière adéquate, au bon moment et avec le bon message.
Et ça, bon, c'est un travail, c'est un métier, mais par contre, ça paye, ça rentre. C'est là qu'on obtient les meilleurs rendements. Moi, je te rejoins 100%, 200, 1000% par rapport à ce que tu dis, parce que clairement, on en est là à l'heure actuelle dans le marketing. La personnalisation, elle est hyper importante, mais aussi la personnalisation de l'entreprise. À un moment donné, ce sont des humains dans l'entreprise qui s'adressent à d'autres Absolument. humains. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant aussi. Je me rends compte malgré tout que parfois la difficulté, elle est de faire comprendre cette importance déjà de l'automation, mais aussi de la personnalisation. Alors, c'est un peu antinomique, hein, on fait de l'automatisation, mais avec de la personnalisation dedans. Mais parfois, le message passe pas encore dans certaines entreprises où on est toujours à la recherche de quelqu'un qui fait du AdWords ou du Facebook. Comment est-ce qu'on répond à ça? Oui, oui, mais comme on fait aussi appel, on a une tendance à vouloir saucissonner Mm. les jobs, les mettre en silos comme ça. C'est des silos qui sont connectés. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout ça, hein. Aujourd'hui, on a besoin justement on parle d'intelligence collective. L'intelligence collective, ça demande aussi que les gens puissent se parler, donc qu'ils sachent un petit peu. euh, il faut que les collaborateurs, il faut qu'ils aient une connaissance relativement générale, en tout cas dans le domaine du digital. Et, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus imaginer des hyper spécialisations dans ce domaine, quoi. Je pense pas que un Facebook marketeur, ça n'a pas de sens, quoi, quelque part. Mhm. Enfin, Facebook, c'est jamais qu'un outil, c'est un moyen comme un autre. Ouais. Un marketeur, ça doit être quelqu'un d'assez généraliste, quelqu'un qui est capable à la fois de faire du Facebook, de faire de la pub Google. Éventuellement, il va se faire aider d'un spécialiste SEO pour vraiment pour la génération des mots-clés, pour la recherche organique. Mais on a besoin, et surtout dans les PME, on ne peut pas travailler dans les PME avec des spécialistes, quoi. Sinon, on se retrouve avec 22 spécialistes autour de soi et ça coûte un pont. On a besoin de gens qui ont une vue d'ensemble. Et de toute façon, on est Et bien d'accord aussi que finalement, peu importe le canal publicitaire qu'on utilise, l'objectif finalement pour le client, c'est de générer des prospects, des gens qui sont bien intéressés par le sûr, produit. Donc finalement, que ce soit du bien Facebook, sûr, du Google, du SEO, du SEA, enfin voilà, ça revient au bien même. sûr. Et il faut un mix. Il faut un mix. On ne peut pas travailler avec un seul outil. Enfin, tout le monde n'est pas sur Facebook. Et puis, on ne va pas toucher tout le monde avec Facebook. Et puis, ça coûterait très cher de toute façon. Il faut utiliser Facebook, il faut utiliser Google, il faut peut-être utiliser Instagram, il faut peut-être probablement utiliser l'email, parce que l'email, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est quand même encore un très gros vecteur de conversion On a tendance à l'oublier. et vachement efficace, hein. Ouais, oui, on l'a un peu oublié l'email, mais aujourd'hui, il revient en force, hein, et Mhm. aujourd'hui, il est vraiment essentiel, quoi. Donc voilà, je pense que surtout, il faut pas négliger, il faut pas négliger ces aspects-là. Maintenant, vous vous demandiez comment on pouvait les convaincre. Ouais, écoute, je pense que simplement l'expérience et les résultats précédents doivent parler pour eux quelque part. Après, c'est comme pour tout, il faut convaincre. Je pense que les entrepreneurs aujourd'hui sont convaincus du besoin. Je crois que 2020 a montré clairement à tout le monde que c'était vraiment essentiel. C'est bien simple et c'est ça La suffit pour question, augmenter au niveau du prix. Donc, exactement, bien sûr, bien sûr. Il y a eu un engorgement terrible. ouais. Mais donc, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et effectivement, tu le dis, mais c'est vrai, ça a fortement augmenté. Donc, du coup, beaucoup aussi se sont rendus compte que ça suffisait plus de faire de la pub Facebook Mhm. parce que les rendements n'étaient plus du tout là en 2020. Et, euh, et simplement, je pense que tout le monde en est convaincu, mais c'est pas pour autant que, il n'y a pas cette crainte de se lancer, de démarrer, de se lancer dans l'inconnu quelque part. Ouais, Parce hein. que pour beaucoup, c'est de l'inconnu, Mhm. simplement. Et donc, je crois qu'il faut les rassurer aussi en leur amenant. Moi, j'aime bien travailler avec.
une approche où on démarre avec un projet petit, un sous-projet en fait, mais sur lequel on va avoir un résultat très rapide pour montrer que effectivement c'est pas si on s'engage sur un projet qui va coûter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros et qui va durer 3 mois, 6 mois, un an, avec un résultat à la fin, ça fait peur évidemment. Ouais. Donc si on démarre avec un petit truc où on peut montrer, voilà, on met un premier pas et ce premier pas, dans une semaine, on a un premier résultat. Et on voit déjà ce que ça donne. Là au moins, voilà, il n'y a pas cette peur de l'engagement, du risque trop important. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler avec de manière agile en fait, de manière agile et avec des produits minimum viables qui sont rapidement atteints. Voilà. Ouais, exactement. Ben, je crois qu'on a la même approche, c'est super chouette. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Ici, pour résumer globalement, hein, grosso modo, il y a une digitalisation qui s'accélère. On amène du coup plus de stratégies digitales à l'heure actuelle dans les entreprises. Au niveau du marketing digital, ben là, il y a évidemment toute cette automatisation, mais également avec la personnalisation et donc tous les scénarios qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est vraiment génial quand ça fonctionne bien, etc. Ouais, Euh, ouais. si je devais te demander ta vision allez, court, moyen, long terme peut-être de ce qui va arriver, de comment va évoluer encore toute cette partie de marketing digital. Toi, tu envisages quoi? Tu te dis comment est-ce que ça va se passer dans le futur? Alors, si tu me poses la question du marketing digital, moi, je suis pas un spécialiste du marketing, hein, c'est toi le spécialiste du marketing. je, voilà, j'ai une petite expérience dans le domaine, mais c'est pas c'est juste, c'est une partie de la stratégie digitale sur laquelle je travaille, et je fais plutôt confiance à des personnes comme toi pour la mise en pratique et le développement des campagnes, etc. Donc, je ne suis pas un grand spécialiste de ça. Moi, je suis convaincu que les réseaux sociaux vont continuer à se développer, pas nécessairement sur le modèle actuel, qui est le modèle de Facebook, euh, qui, je pense, commence à être un peu dépassé. On le voit d'ailleurs avec l'émergence d'autres outils comme Clubhouse, par exemple, qui a le vent en poupe. Le fait que on voit que tous les acteurs sont en train d'essayer d'imiter Clubhouse ou de développer quelque chose de semblable. Ils vont se faire acheter par Facebook. Et donc Clubhouse, là, ouais, mais Facebook est en train de développer son outil semblable, là. Donc, oui, peut-être, hein, effectivement, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Chaque fois qu'ils avaient un concurrent, Ils l'ont ils le racheté. rachetaient, quoi. Bon, donc je pense que je vois pas j'imagine pas les réseaux sociaux disparaître comme ça. plutôt, Ce se qui va spécialiser, jouer probablement, pardon? plutôt se spécialiser, comme on le voit à l'heure actuelle, des réseaux pour les plus jeunes, des réseaux un peu plus audio comme Clubhouse, des réseaux Oui, B2B. mais parce que Oui, mais parce que ça, c'est dans la nature des choses, je pense, hein. Pourquoi est-ce que ça s'est spécialisé? Je crois que les jeunes sont partis de Facebook parce que leurs grands-parents s'y trouvaient, quoi. Ça, c'est clair aussi. Et ils ont fini par trouver une plateforme sur laquelle eux se retrouvaient entre eux. Et puis, progressivement, on voit de plus en plus les grands-parents arriver aussi sur cette plateforme. Donc, probablement, ils vont changer encore. Ça a été comme ça, hein, c'est passé de Facebook à Instagram, et puis d'Instagram, maintenant c'est TikTok. Et puis, bon. Je crois que ça va pas, ça va continuer. Enfin, je pense pas que ce soit lié à la spécialisation des plateformes. Je crois que c'est plutôt simplement un choix des générations. Après, je pense surtout ce qui va jouer beaucoup dans le développement à l'avenir, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle et le développement de l'intelligence artificielle Ouais. qui va s'imposer de plus en plus. Euh, et on le voit déjà, alors en bien ou en mal, hein. Après, c'est juste un outil. Donc ce sera bien si on l'utilise bien, et ce sera mal si on l'utilise pour de mauvaises choses. Mais Dans on voit Terminator. déjà que... pardon? Comme dans Terminator.
Enfin, je ne le souhaite pas, hein, mais oui, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans les développements, dans la vie des entreprises et simplement dans les algorithmes utilisés par les réseaux sociaux, par les campagnes de marketing, etc., vont de plus en plus faire appel à ces techniques. Donc, c'est ça qui va, je pense, le plus évoluer dans les années qui viennent. Mais après, voilà, je ne suis pas un futurologue et je ne suis pas un marketeur. Oui, bah, disons que je pense que tu as raison en ce qui concerne l'IA, mais c'est quelque chose que parfois on a un peu encore du mal à figurer dans la réalité d'une PME, par exemple, pour le moment. Et donc, tant qu'il n'y a pas encore des applications très, très concrètes dans le quotidien des PME, pour le moment, ça reste un peu une espèce de futur imaginaire, alors qu'il est déjà très actif à d'autres niveaux. Donc, mais on va y arriver progressivement aussi, comme Oui, voilà. oui, mais c'est aussi parce que c'est une question. L'IA, c'est une question de données avant tout, hein. C'est d'abord une question de données. Il faut du volume, il faut de la quantité de données, il faut des données pertinentes, adéquates. Et donc, on n'a pas nécessairement ça. Alors, on n'a pas ça nécessairement dans les PME, c'est pas tout à fait vrai. On l'a probablement dans beaucoup de PME sur le plan industriel. Ouais. C'est-à-dire vraiment sur le plan de la fabrication, quand vous fabriquez des pièces, des bouteilles en plastique, c'est n'importe quoi, hein, des clinges, Il y a des plein de boutons choses de à porte, des ouais. boutons de manchette, etc. Vous avez des tas de données sur votre production. Ouais. Et donc, dans les process de production, l'IA peut apporter un plus. Alors, c'est vrai, elle ne peut pas nécessairement apporter au niveau du marketing dans toutes les boîtes parce qu'on n'a pas nécessairement le volume. Mais bon, ça dépend. Moi, j'ai vu l'application d'un outil. Alors, c'est pas vraiment de l'IA, c'est du machine learning derrière, mais un outil qui permettait de prédire le churn, donc le moment de l'attrition, le départ d'un client en fonction de toute une série de paramètres. Cet outil permettait de dire, tiens, ce client-là, il va vous quitter à tel moment, et si vous voulez le garder, il faudrait proposer lui telle offre ou tel cadeau ou telle prime de réabonnement, hein, de resign. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne avec des quantités de données qui sont relativement abordables, qui sont abordables pour un commerçant, un magasin de vêtements, par exemple, avec une zone de chalandise relativement régionale, relativement locale. Et donc, je pense quand même qu'il y a des applications qui sont possibles. Eh ben, Didier, c'est déjà la fin de l'interview, donc je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps et c'était très très Avec intéressant. plaisir. Pour clôturer, je te laisse le mot de la fin. Euh... Eh ben, merci d'abord. Merci d'abord. Et puis surtout, moi, si je peux juste conseiller une chose aux entrepreneurs, c'est de s'ouvrir au digital, de vraiment penser à la digitalisation de leur process. On a parfois tendance à se dire que tout compte fait, ça a toujours fonctionné comme ça et qu'on n'a jamais eu besoin. Mais aujourd'hui, si vous voulez toucher vos clients, si vous ne voulez pas vous faire dépasser, si vous voulez pouvoir continuer à vous développer, y compris dans des périodes plus compliquées comme celles qu'on a connues l'année passée, faites le pas, n'hésitez pas, et vous verrez, c'est pas, en définitive, c'est pas si effrayant, et ça peut être assez bon marché, et avoir surtout une belle rentabilité. Super, donc il faut passer au digital et j'espère que ce sera bien retenu. Je te remercie encore une fois, Didier, et au plaisir. Merci Yon, au plaisir, à bientôt.